Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Philippe Guillemont, vous êtes ingénieur physicien du CNRS, diplômé de l'École centrale Paris et habilité à diriger des recherches. Vous êtes spécialiste du chaos et de l'intelligence artificielle. Vos travaux ont débouché sur de nombreuses innovations qui vous ont valu plusieurs distinctions. Vous êtes l'auteur de la théorie de la double causalité. Vous pourrez en toucher 2 mots après si vous voulez, je ne vais pas l'expliquer moi-même. En tout cas, cette théorie, c'est un modèle d'évolution de l'espace-temps qui restaure le libre arbitre, donne une explication rationnelle de la synchronicité et débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. J'ai repris les mots qu'il y avait sur votre site. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vais citer les best-sellers « Le pic de l'esprit » et « La physique de la conscience ». Je crois que pour ce dernier, il y a une version augmentée et illustrée qui est parue en novembre dernier, je crois. C'est ça. Et sinon, je crois que vous avez la chance d'être installé dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, vous avez oublié La route du temps et mon dernier livre, Le grand virage de l'humanité. C'est vrai que j'ai cité ceux que je croyais être les best-sellers, mais peut-être qu'ils ont été dépassés depuis. C'est le grand virage qui… C'est le grand virage qui est le plus… Le grand virage a été publié en mai 2021, je crois. C'est ça? Oui, mais il est assez fulgurant. Oui. Ah oui. C'est un virage en même temps. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe? Comment? Vous voulez ajouter quelque chose à la présentation? Non. Ça va? C'est bon, on a assez parlé de ma bio. Sinon, vous êtes aussi un être libre, mais bon, ça, ceux qui vous connaissent le savent, je pense. C'est important de le dire en ce moment. Voilà. La liberté est une qualité qui se perd. Merci pour cette liberté. On passe aux questions? Allez. Alors, première question, petite question pour commencer. La vie a-t-elle un sens, Philippe? Ça, c'est un thème de conférence entière. Alors, la vie, oui, bien sûr qu'elle a un sens pour moi. Maintenant, la vie n'a pas de sens pour les personnes qui sont piégées dans le paradigme matérialiste qui les fait se prendre pour des machines biologiques. C'est un peu, mais ça, c'est l'éducation qu'on a reçue tous à peu près et qui n'a pas changé depuis des décennies, malgré les énormes progrès de la science qui ont démontré, après, je ne fais pas tout, hein. Donc évidemment, l'idée que tout est matière, etc., l'entropie qui augmente tout le temps, enfin tous les poncifs habituels de la science mainstream, attention, hein, attention, on est sur une erreur fondamentale de la science mainstream. Je parle bien du système académique, je parle bien de nos institutions scientifiques qui sont dans un paradigme mental purement, qui considère que tout est mécanique et que tout peut être décrit notamment par des équations, etc. Sur la base d'un modèle de la réalité qui part de la notion de matière. Mais en fait, tout cela est faux et je passe mon temps à expliquer pourquoi. Donc évidemment, dans ce paradigme-là, plus rien, la vie n'a pas de sens puisque le déterminisme règne et dans le meilleur des cas, ce qui nous empêche d'aller dans une direction parfaitement déterminée et allant vers le désordre, c'est le hasard, mais un hasard qui n'est absolument pas, qu'on n'a pas le droit de relier à une information du futur, ce genre de choses, à une téléologie, etc. Donc, tout est fait pour nous priver de sens. Hein. Ça, c'est parce que la science s'est construite par opposition à la religion. D'une part, c'est aussi parce que la science s'est fondée sur les équations et que les équations ont besoin de ce déterminisme
qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a réintroduit le hasard. Mais ce hasard, c'est, comme disait Einstein, comme un dieu qui joue au dé. Et les physiciens n'ont rien de mieux à trouver, enfin les physiciens, les mainstream, pour résoudre ce problème du hasard qui nous dérange parce qu'il ressemble à un dieu, que d'inventer la notion de multivers. Et donc, il y aurait des myriades de doubles de nous-mêmes qui vivraient dans des univers séparés. Voilà. Bon, j'ai résumé l'absurdité du paradigme matérialiste actuel, heureusement, dans lequel ne croient plus énormément de scientifiques. Mais si vous voulez, la science est tellement cloisonnée que on est empêché, nous, en tant que chercheurs, de remettre toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre pour arriver à donner la bonne vision. Bon. Et évidemment, la vie recommence à avoir un sens à partir du moment où on réintroduit ce qui avait été éliminé, et on comprend pourquoi, la téléologie, c'est-à-dire le fait qu'on est influencé par notre futur, autant que par notre passé, autant que par notre futur. C'est-à-dire que c'est interdit, parce qu'évidemment, c'est lié à Dieu, c'est lié à l'âme, c'est lié à la conscience, c'est lié à tout ce dont la science a voulu, tout ce que la science a voulu écarter parce qu'elle l'a relié à la religion. Mais il ne faut pas confondre l'âme et la science comme des productions religieuses, l'âme et la conscience comme des productions religieuses. La religion, effectivement, et encore même pas, parce que la religion, franchement, elle a quand même. Enfin bon, disons que les concepts, j'explique dans mes livres pourquoi les concepts d'âme et d'esprit qui sont en liaison avec le futur, ceux qui nous attirent vers notre futur, et en l'occurrence vers notre meilleur futur, sont des concepts qu'on peut déduire de la physique elle-même. On peut les déduire, ils sont littéralement écrits dans, peut-être pas les équations, mais on peut les déduire des problèmes et des observations de la physique elle-même. Donc, ça, c'est pour le point de vue, l'œil du scientifique. Maintenant, après, si on prend l'œil de l'homme d'expérience, pour moi, dans ma vie, j'ai vécu des synchronicités, j'ai lu aussi énormément de livres sur toutes les questions relatives au hasard en général, et bien sûr, sur des questions avancées qui nous positionnent dans l'univers d'une façon, franchement, avec un avenir merveilleux. Bon, alors évidemment, je ne peux pas parler de tout, mais dans cette nouvelle vision des choses absolument merveilleuse, évidemment, la vie retrouve un sens fantastique avec toutes ces multiples vies qui, voilà. Mais comment décrire ça? Qu'est-ce qui vous a fait la vie, alors, et oui, si, la vie a un sens, elle a un sens qui vient du fait que, lorsqu'on réintroduit l'influence du futur, eh bien, on réintroduit l'influence de la conscience sur notre futur, et on réintroduit notre capacité à dessiner notre futur. On réintroduit notre capacité par la créativité de nos pensées, portées par la vibration de nos émotions. On réintroduit cette créativité fondamentale qui fait que nous sommes les créateurs de notre futur, à la fois individuel et collectif. Et donc, ça donne forcément un nouveau sens à la vie, quoi. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qui vous a fait, vous, éviter de tomber justement dans le matérialisme de la plupart des scientifiques, en tout cas mainstream, comme vous avez dit? Oui. Est-ce que vous êtes, vous, ancré dans une spiritualité en particulier, ou est-ce que c'est Non. simplement… Mais j'y suis tombé, Ouais. Je suis tombé dans ce matérialisme. Bon, ce qui m'a évité d'y rester, c'est parce que dans ma jeunesse, le hasard a fait que j'ai pu lire des livres de philosophie, principalement à l'âge de 13 ans, notamment Descartes, qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis intéressé aux questions du déterminisme et du hasard entre l'âge entre 13 et 17 ans. Je lisais des livres là-dessus. C'est pour ça que je me suis intéressé à la physique quantique, avant même qu'elle soit démontrée comme étant vraie.
Et donc, et le fait de découvrir ces livres, alors qu'à l'école, je m'ennuyais, on va dire, a fait que j'ai toujours conservé une méfiance de l'enseignement. Et puis, j'essayais toujours de trouver dans les livres pourquoi on nous enseignait ça. Et j'essayais toujours d'aller plus loin. Enfin, disons que bon, c'était pas évident cette jonglerie de devoir lâcher un peu les cours. Moi, je suivais pas en cours et de devoir, en fait, le fait que justement, je suivais pas les cours parce que j'étais trop distrait ou parce que c'était pas assez intéressant, était compensé par le fait que je retrouvais le sens des cours, le sens de l'enseignement dans des livres. Et du coup, ça m'a permis de développer plus l'intuition que le mental, puisque le mental, c'est un esclave. Hein. Et à mon début de carrière, là, j'ai explosé grâce à cette créativité permise par mon recours à l'intuition. Donc, j'ai pu anticiper et me lancer dans l'innovation. Et c'est cette capacité d'innover qui m'a donné des opportunités incroyables qui m'ont permis de changer de discipline, qui m'ont permis d'avoir une belle crédibilité avec ensuite les distinctions, qui m'ont permis de et cette créativité et le potentiel de cette façon de faire les choses, c'est-à-dire de relever des défis. Hein, ça, c'est un peu dans mon ADN, si on peut dire. Cette façon de relever des défis en ayant vraiment la sensation que la foi, l'envie qu'on met là-dedans est créative et ce qui s'est avéré réel et ce qui m'a fait ensuite beaucoup réfléchir, surtout avec le hasard, les hasards, que ce soit des rencontres ou les hasards qui m'ont aidé à résoudre des problèmes. Bon, j'ai fini par élaborer cette théorie de la double causalité qui dit que voilà, le futur se construit de la manière suivante, c'est-à-dire que on est passionné par une réalisation, un futur, quelque chose qu'on aimerait faire. On a capté l'envie de faire quelque chose, une intention, donc on a capté une intention qui nous met en joie. Et le fait d'entretenir la foi, de réussir à relever le défi correspondant, crée réellement dans le futur cette réussite ou cette voie d'accomplissement et qui va ensuite nous tirer vers elle grâce à des rencontres, du hasard, même pendant les développements. Même si vous faites du code informatique, vous allez avoir la chance de résoudre les bugs ou de tomber sur de très bonnes idées quand vous allez aller faire des balades. Je vois. Voilà, l'intuition et la synchronicité vous aident, vous guident, comme joue le rôle de guide, de kéros, hein, pour vous emmener vers… Et donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai élaboré cette théorie, grâce au fait que j'ai étudié quand même bien à fond la physique, et voilà ce qui m'a amené à écrire tous ces livres. En fait, donc, le sens, la question du sens, c'est la meilleure question. Hein. C'est la question du sens, c'est vraiment la question sur laquelle moi, je pourrais parler pendant des heures, des heures. Voilà. Ah, une conférence doit être faite, hein. Et puis, pourquoi pas écrire un livre, du coup sur le sens. Non, mais ça y est. Il y en a beaucoup. Quand vous parliez, je pensais justement, vous parliez du futur désirable qui, quelque part, nous amène à le créer dans le présent. J'avais l'image d'une canne à pêche en fait, qu'on lancerait comme ça vers le futur. Et puis Oui, en fait, ça vient du fait que tous les futurs potentiels existent déjà, sont déjà tracés dans un multivers qui ressemble à un territoire qui contient un très grand nombre de sentiers possibles. Les sentiers, ils existent déjà, simplement notre présence n'y est pas encore. Et on peut, par nos intentions, reliées au soi, alors ça c'est encore une autre histoire, je ne vais pas en parler, parce que ce serait trop long. Ça ne va pas tarder à en parler. Ouais, d'accord. On peut, par nos intentions, donc mettre le grappin vibratoirement, parce que c'est vibratoirement qu'on adresse les sentiers. Hein. Donc, on adresse les chemins que l'on va parcourir dans le futur de manière vibratoire. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. Ça, je sais bien maintenant le formaliser. Je commence à je l'ai encore pas bien fait dans mes récents livres, mais bon, le prochain le fera.
je sais bien formaliser scientifiquement la raison pour laquelle nous adressons notre meilleur futur par la voie vibratoire. Vibratoire de la conscience, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du de la captation, c'est du ressenti, hein, donc c'est l'intuition, les sensations, les sentiments, et au niveau de l'émission, de la création, c'est tout ce qui est on va dire d'ordre émotionnel, mais émotionnel supérieur, hein, donc la joie, la passion, tout ça, quoi. Ça marche. Merci beaucoup pour cette première réponse. Deuxième question. Parlons un peu de la conscience avec un grand C, ou du soi, ou de Dieu. N'ayons pas peur des mots. Deuxième question. Dieu pour vous, c'est? Quoi? Dieu pour vous, c'est? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Ouais. Pour vous. Pour moi, Ça peut être rien, hein. bon, il faudrait savoir comment on le définit déjà. Bon, enfin, bon, non, pour moi, c'est pas une question, c'est pas un problème, c'est un faux problème. Ou alors, ok, on accepte de fonctionner avec cette idée de qu'est-ce que c'est que Dieu. C'est lié à la transcendance, et la plus haute transcendance. Donc, à ce moment-là, dans mon système de pensée, c'est lié au soi, et même plus exactement à ce qui est encore supérieur au soi. Donc l'esprit, et voilà. Et en fait, bon, c'est une fausse question, parce que bon, Dieu, c'est une manière extrêmement naïve de simplifier quelque chose d'extrêmement complexe qui nous dépasse. Alors si on veut le décrire, il faut, voilà, en fait, parlons de conscience. Nous sommes des consciences incarnées, reliées à des consciences qui sont plus grandes que nous-mêmes, mais qui sont plus nous-mêmes que nous, qu'on relie au soi, qui sont les soi, qui sont elles-mêmes. Alors, elles sont, précisons que cette conscience qui nous englobe sont dans des temporalités qui leur permettent d'agir de manière beaucoup plus importante que nous dans l'espace-temps. Elles vont agir à l'échelle d'une civilisation. Et donc le soi va agir à l'échelle d'une civilisation par l'intermédiaire de multiples incarnations du moi, c'est-à-dire de nos consciences. Hein. Mais le soi est lui-même fait partie d'une plus grande conscience, mais cette fois-ci peut-être à l'échelle de ce qui se passe au niveau d'une planète, à l'échelle de l'évolution d'une planète. Et là, ça commence à devenir difficile à imaginer, hein, parce que là, le soi va perdre la forme physique et va adopter une forme qui va être beaucoup plus, bon, je ne sais pas, mentale, peut-être éthérée, j'en sais rien. Et cette plus grande conscience va être immergée. Ces plus grandes consciences vont être émergées à chaque fois, il y a un gain en temporalité. Et puis, quand on arrive à l'échelle de la durée de la création, de l'univers, là, on arrive à Dieu. Et en fait, si on fait un petit calcul en disant qu'on multiplie par 1000 à chaque fois, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais il n'y a pas beaucoup de niveaux, quoi. Au total, il n'y aurait que 7 niveaux. Et on serait au 4e ou au 3e, je ne sais pas. Et au 7e niveau, il y aurait donc la temporalité correspondant à la durée de toute la création depuis le Big Bang, on va dire. Enfin, le Big Bang n'est pas une création. Hein, et ce serait Dieu, ce serait le penseur, la conscience qui pense l'univers entier, mais à la fois dans son origine et dans sa finalité ultime. D'accord. Et nous sommes des toutes petites gouttes de ça. Nous serions des gouttes. Même pas des parcelles voilà. de la conscience du. Et nous serions des dieux nous-mêmes, en fait, hein, si on peut dire. Ouais. Nous serions nous-mêmes des dieux. Mais bon, tout est relatif. Hein. Nous sommes des dieux. À côté des personnes, mettons, qui seraient sans âme, qui, à force de penser qu'ils sont des machines biologiques, nous sommes des créateurs, des dieux. Eux, non. Des bouts de Dieu, des morceaux de Dieu, quoi. Ça, en fait. Oui, puisque Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est celui qui conçoit la
création, qui conçoit la finalité de la création. À ce titre, nous sommes des dieux. Voilà. Enfin, peut-être pas tous, les robots ne sont pas des dieux, les humains qui deviennent de robots ne seront pas des dieux, Là, on peut broder. Hein. Ok, je vois à peu près. Les êtres avec une âme groupe ne sont pas des dieux, puisque leur conscience n'a pas de liberté, n'a pas prise sur le réel, donc c'est une conscience esclave. Attention, parce que c'est un peu vers où on veut nous emmener. Ou des dieux qui s'ignorent peut-être, ou qui ont trop Être enfoui Dieu, leur dimension divine. Dieu, pour moi, Dieu, bon, un petit Dieu, c'est une conscience douée de libre arbitre, à condition qu'il apprenne qu'il apprenne son pouvoir créateur, bien sûr. Ok, je pense que finalement, vous en avez dit pas mal de choses, hein, finalement, sur ces quatre lettres. Ouais. Troisième question, la dernière grosse question, bateau. Après la mort, stop ou encore? Ah ben, on croit ce qu'on veut. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Si c'était stop, ce ne serait pas un problème, puisque c'est stop. Non, moi je pense qu'il y a, bien sûr, il y a une vie après la mort, mais la mort n'est pas une mort, d'ailleurs, la mort est une illusion. En fait, voilà, alors je vais dire un mot là-dessus, parce que je suis quand même un scientifique. Donc, la conscience, les progrès de la physique, etc., les travaux de beaucoup de collègues, mais aussi mes propres travaux, me permettent de dire que la conscience, enfin l'information de la conscience est de nature quantique. Or, les informations quantiques sont indépendantes du temps. Les informations quantiques sont indépendantes même de l'espace et du temps. C'est la raison pour laquelle, au niveau des particules quantiques, on dit qu'elles sont partout à la fois. D'accord ? En fait, ça ne veut pas dire qu'elles sont partout à la fois dans un espace, dans une zone. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace là où elles sont. Elles sont en dehors de l'espace. Elles ne sont pas locales, elles sont partout à la fois parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans l'espace-temps. Elles sont là. Quoi. Ça correspond à une potentialité. D'accord ? Et donc, elles sont ce qu'on appelle quantique. Cette énergie quantique est indépendante de l'espace et du temps. Elle est liée à la conscience et ne subit donc pas la dégradation due à la mort. Et on a d'ailleurs, il y a des résultats récents, je ne sais pas, taper sur Internet, les cristaux temporels, mais ça, on le savait, on savait déjà. Hein, il y avait d'autres raisons de penser que les informations quantiques sont indépendantes du temps, mais là, on en a de belles démonstrations à travers la fabrication des cristaux temporels qui sont des cristaux spatio-temporels, c'est-à-dire qui étendent leur structure, qui ont tendance dans leur phase de croissance à étendre leur structure non pas seulement dans l'espace, mais également dans le temps, alors qu'on est dans le présent, mais oui, mais elles étendent leur structure dans le temps, ce qui va totalement contre la loi de l'entropie qui crée le désordre et donc la mort. D'accord ? Donc, c'est quelque chose, c'est magique d'une certaine manière. Enfin, la physique quantique, c'est un peu magique. Enfin, la magie, c'est une science pas encore comprise, mais enfin, qui commence à l'être. Hein. Donc, il est scientifique, il est rationnel en tout cas, parce que les scientifiques vont vous dire « Ouais, c'est pas prouvé, mais qu'est-ce que c'est que la preuve ?» Est-ce que la preuve est quelque chose de valable ? Moi, je mets un gros point d'interrogation parce que bref, à un moment donné, il faut qu'il y ait un consensus. Or, quand il y a un consensus en science, on est sûr que le consensus est faux. On est dans une période de grand changement de paradigme et dans ces périodes-là, ce sont les minorités de minorités, ce sont les gens qui pensent les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires qui vont s'avérer dans le futur et comme ayant eu raison. Donc, le consensus étant lié à la preuve est liée à la quasi-certitude d'avoir tout faux. C'est très matérialiste, quoi, en plus. Ben oui. Et en plus, la preuve, c'est lié à une méthode scientifique qui est limitée de par le fait qu'elle a besoin d'objectiver par la mesure. Or, il y a des choses qu'on peut objectiver. Et la physique quantique nous montre qu'on ne peut pas tout objectiver par la mesure. Et donc, mais là, je me suis un peu perdu. Tout ça, c'était pour dire quoi Il y a quelque chose après la mort. Hein? Il y a quelque chose après la mort.
Voilà, il y a quelque chose après la mort. Après, on pourrait là, il faut lire les livres. Bon, moi, je commence à avoir lu pas mal de choses. Et puis, j'ai un modèle de la physique de la conscience qui me permet d'assimiler les propriétés des différents niveaux de réalité, des différents plans. Donc, j'intègre parfaitement bien ce que décrivent les gens qui relatent des expériences de mort imminente, par exemple, à mes travaux. Par exemple, le tunnel, ça correspond à un passage entre notre espace-temps et l'espace-temps conjugué. De l'autre côté, l'univers miroir, le paradis, enfin tout ce qu'on... Toutes les Le images monde qu'on peut mettre. créateur. Le monde créateur. Donc, et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on lit ces livres, on s'aperçoit, avec l'œil du physicien, qu'effectivement, la manière dont on se déplace de l'autre côté, ça correspond à des propriétés quantiques. Les témoignages que font les expérienceurs, par exemple, quand ils disent qu'ils ont l'impression d'être partout à la fois, ou de pouvoir voir un objet selon tous les angles à la fois, ou de pouvoir, enfin, toutes ces choses-là, ou d'être l'espace de l'objet, etc. Bon, ça correspond à des propriétés quantiques. C'est-à-dire qu'en plus, les témoignages nous relatent les propriétés quantiques. Donc, pour moi, il n'y a plus de doute, quoi. Enfin, là, je ne vous cite que quelques exemples qui objectivent la réalité de cet au-delà qui correspond à un univers de conscience. Et est-ce que pour vous, il y a une permanence de l'individualité ou pas? Ou est-ce qu'on serait plutôt dans quelque chose de petit Dieu qui fusionne dans le grand Dieu, quoi? Ça, il n'y a pas de permanence de l'individualité au sens de l'ego. Ouais. Donc là, il y a une destruction totale de toutes ou plutôt, il y a une impossibilité, tant qu'on reste dans l'ego, de monter dans le plan supérieur, soit. Parce que l'ego, ça correspond à... C'est comme les addictions, c'est tout ce qui nous relie à l'illusion de l'espace-temps dont on vient de sortir. Donc, si on se relie par un ego qui subsiste parce qu'il n'a pas réglé certains problèmes à l'espace-temps de cette manière-là, ben, on va rester coincé. Hein. Donc, jusqu'à ce que cette énergie se dégrade, parce que cette énergie, c'est une illusion. Et là, à ce moment-là, la partie qui correspond... parce que l'âme, il y a deux parties dans l'âme, en fait. Hein. Il y a la partie qui est liée au corps et la partie qui est liée au soi. Liée au corps, donc le moi, c'est la partie qui a besoin de faire évoluer le corps physique de manière à mémoriser les progrès faits dans l'évolution de l'espace-temps dans le physique, dans les corps. C'est-à-dire que les corps, ils évoluent. L'ADN des corps change. Et cette partie-là, elle va pas subsister, quoi. En tout cas, elle n'est pas faite pour. Et l'autre partie, celle qui correspond à tous les progrès, cette fois-ci de la conscience, c'est l'expérience de l'âme, c'est ce que l'âme veut récupérer. Mais l'âme veut récupérer ça, mais nettoyer des illusions de l'ego. Et dans Philippe, il n'y a que de l'ego ou il y a une partie qui reste Philippe mais qui n'est pas de l'ego? Bon, en fait, c'est impossible, je pense, de vivre sans ego, c'est pas possible. Ouais. De toute façon, même si vous voulez pas d'ego, ce sont les autres qui vous... c'est un peu ça. À un moment donné, voilà, ce qu'il faut, c'est faire attention à ce que cet ego soit pas... C'est comme un chien, voilà. L'ego, c'est comme un chien. Il faut le tenir en laisse. Il est sans arrêt, voilà. Il y a tout le temps, enfin bon, c'est un peu, l'ego, il faut le tenir en laisse. C'est marrant parce que les êtres humains ont les chiens et les chats. Le chien, c'est vraiment lié à l'ego. Le chat, c'est vraiment lié au soi, je pense. Ouais. Ok. Mais du coup, la partie supérieure de l'âme dont vous parliez tout à l'heure, ça reste... est-ce qu'elle est indifférenciée avec le soi ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de singulier? Le soi conserve son individualité. Il faut différencier l'individualité et l'ego.
il y a une individualité en dans dehors de l'être l'ego. humain, Ouais. qui est justement de l'ordre du sens de sa vie. La raison pour laquelle il s'est incarné. Les progrès, alors le négatif et le positif, les progrès qu'il avait besoin de faire, ou alors les choses qu'il devrait prendre sur lui pour pouvoir s'adapter à d'autres incarnations, et aussi les talents qu'il a souhaité acquérir durant cette vie. Le positif et le négatif sont des choses, c'est-à-dire on a même le négatif, hein, puisqu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle le karma, mais en fait, c'est pas tellement pour résoudre des problèmes qu'on a. Nous, ça concerne pas le moi, ça concerne les autres incarnations du soi, parce que le soi, comme il a de multiples incarnations, il est obligé de prendre des risques dans ses vies qui sont d'ailleurs les plus réussies. Il est obligé de prendre des risques, et ça crée des dégâts collatéraux, et du coup, il est obligé de se créer des incarnations qui vont résorber ces dégâts collatéraux de manière, enfin voilà. Donc, ok, je vois à peu près. Hmm. Merci beaucoup. Il reste les deux questions, cette fois-ci beaucoup plus légères. Ouais. La quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué? Alors, j'en ai pas. J'en ai pas vraiment. J'ai pas vraiment. Je pourrais citer Gandhi, je pourrais citer Krishnamurti, je pourrais citer Sri Aurobindo, je pourrais citer un tas de gens, mais en fait, je les ai pas vraiment ni connus, ni même vraiment lus. Non, par contre, moi, j'ai été marqué par deux auteurs dans ma jeunesse, vraiment dans ma jeunesse, quand j'étais même entre l'enfance et je n'étais même pas encore étudiant. Enfin, si j'étais étudiant, mais au tout début. Que je considère peut-être pas comme des personnages spirituels, mais reliés. Et pourtant, ils sont pas réputés pour ça. Enfin, en tout cas, l'un des deux, c'est Nietzsche. Ouais. Nietzsche que je considère comme relié. Alors, il y a beaucoup de fausses informations. On a relié Nietzsche quand il dit Dieu est mort, ou quand il dit que... Enfin bon, il a été aussi relié au nazisme, enfin tout ça. Enfin, Nietzsche a été très mal compris, il a été... voilà. Mais en fait, quand on le lit, moi j'ai lu beaucoup plusieurs de ses livres, on s'aperçoit que moi, ça a été une révélation pour moi. Là, j'ai découvert un personnage spirituel, en fait. Et aussi, peut-être aussi important, Arthur Koestler. Arthur Koestler, ce qui m'a beaucoup marqué, l'auteur du Zéro et l'Infini, Le cheval dans la locomotive, les racines du hasard fondamentales. C'est les deux auteurs dont j'ai lu plusieurs livres dans ma jeunesse qui m'ont le plus marqué. Et du coup, ils m'ont permis de conserver ce lien avec la transcendance que j'ai perdu. Oui, quand on est jeune, quand on devient scientifique, quand on fait des études, et puis surtout quand on est embarqué dans une vie professionnelle, bon, on se déconnecte, quoi. On est embarqué dans le matérialisme mais par formatage. Et donc, à un moment donné, ce qui m'a sauvé, c'est probablement ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait d'avoir réfléchi sur le déterminisme, le hasard dès mon enfance, et d'avoir lu des auteurs comme ça, d'avoir pu de m'être toujours rappelé que le hasard, c'était quelque chose qui était très intéressant et mal compris en physique, et d'avoir découvert de par mes innovations la synchronicité. Du coup, j'ai fait les liens, et puis mon étude de la physique, les problèmes avec le temps. Enfin bon, non, mais là, je suis plus en train de répondre à la question. Voilà. Non, mais c'est toujours intéressant. Du coup, la cinquième question, je ne sais pas si vous y avez déjà répondu, mais je vais la poser quand même. Peut-être que vous direz autre chose. La cinquième question, le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Alors, ça, c'est compliqué.
Quand on est en perte de sens, lire des livres qui vont démontrer que la vie a du sens, je ne suis pas sûr que ça va marcher parce que c'est la personne qui est enfermée dans cette vibration négative, elle ne va pas accrocher. Mhm. Il faut se remettre dans des vibrations positives et donc effectivement regarder de bons films. Mais des films qui vont vous relier, qui vont faire renaître en vous le sens du merveilleux. Voilà. Et donc, là, moi, je ne sais pas trop, mais alors, donc je vais me fier à ce qui, moi, m'a le plus relié avec le sens du merveilleux. D'autant plus qu'en plus, j'ai appris qu'on pouvait le considérer comme un documentaire. C'est le film Rencontre du troisième type. D'accord. Paradoxalement, il va vous relier. Surtout, alors, je dirais ça à mon meilleur ami en lui disant, tu le regardes comme si c'était un documentaire. On en parle. Et en fait, c'est vrai que c'est plus ou moins un documentaire. Et en fait, cette question des ovnis, elle est considérée par les personnes ordinaires ou les personnes qui veulent pouvoir parler de ce en quoi ils croient comme naïve. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est mal vu dans le grand public ou dans une discussion entre amis. Il est toujours raillé. C'est-à-dire il est considéré comme naïf de croire aux ovnis. Et en fait, lorsqu'on étudie la question, plutôt, je dirais même plutôt, ou également lorsqu'on plonge à l'intérieur de soi, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que en fait, ce qui est extrêmement naïf, c'est justement de ne pas croire aux ovnis. Donc, et en fait, lorsqu'on étudie ce sujet, on s'aperçoit qu'il est exactement lié à la physique de la conscience. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre ce phénomène quand on ne comprend pas la nature de la conscience et quand on ne comprend pas les technologies utilisées justement qui vont exploiter une bulle macroquantique, par exemple, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et lorsqu'on a compris ça, on se relie à nouveau avec une logique qui concerne plus l'univers intérieur. C'est comme il y avait une maxime qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Oui. Voilà, mais c'est ça les dieux, les vrais. C'est les êtres plus évolués que nous, les technologies plus évoluées que les nôtres, etc. Moi, je trouve ça merveilleux. Et j'ai compris que ça existait. Et donc, voilà, pour ne pas, si je veux aider un ami à retrouver du sens à la vie, je vais lui dire, regarde ça, et puis après, je t'expliquerai comment ça marche. Voilà. Et après, tu enchaînes sur mes bouquins, si tu veux. C'est pas encore l'heure de les écrire. Merci infiniment, Philippe, pour toutes ces belles réponses qui, j'espère, nourriront tous ceux qui nous écouteront. Un dernier mot ou on s'arrête là? Oh ben, je sais pas, moi, je m'arrête jamais quand on me... Enfin, mais ouais, je sais pas. Oui, il faut étudier... il faut étudier les phénomènes qui sont reconnus scientifiquement ou avérés par des observations officielles. Rien qu'avec ça, ben, il y a de quoi, franchement, s'éclater, quoi. Et changer de paradigme et sortir de cette monstruosité actuelle qui est cette obligation qu'on veut nous faire subir et qui relève d'un dogme qui en plus est faux. Enfin, franchement, on a cette chance extraordinaire de voir s'écrouler l'ancien paradigme sous la forme d'une accumulation d'erreurs considérables. On a l'impression qu'ils le font exprès, mais il semblerait qu'ils ne le font pas exprès, ou il y en a effectivement à un certain niveau qui le font peut-être exprès. Mais on a cette chance considérable d'assister à cet effondrement. Et donc, il faut
peux le regarder en tant que spectateur et s'en protéger en participant à la création du nouveau monde. Voilà. Je pense que c'est bien, vous avez fait une belle conclusion sans parler du sujet en tant que tel, sans le Voilà. citer, ce qui est plutôt bien, parce qu'on le cite déjà assez. Merci beaucoup Philippe et merci à tous ceux qui nous écoutent et à bientôt, au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir.